Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change. 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, j'accueille Franck Lasserie, fondateur de FWL Consulting, spécialisé dans le management des secteurs artistiques et culturels, ex-directeur général d'Art Basel et ex-directeur des opérations de Christie's et Philips. Franck a dirigé dans des contextes culturels et économiques très variés, ce qui a forgé chez lui une approche unique du management. Il nous raconte. Bonjour Franck. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent. Merci de m'avoir invité. Pour commencer, Franck, vous avez suivi des études internationales, puis votre première expérience professionnelle vous amène dans un tout autre domaine, au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce premier virage? Bien sûr. Donc j'ai fait une école de commerce et ma première expérience professionnelle était en fait dans l'entreprise familiale, qui était dans le commerce de matières premières. Donc il n'avait rien à voir avec l'art et la culture. Des circonstances étaient un peu particulières. En fait, mon père avait sa propre entreprise dans le commerce de matières premières. Et puis suite à une maladie, j'ai dû reprendre en fait la gestion de l'entreprise. C'était en fait ma première expérience en management. C'était une PME de 30 à 35 personnes environ, et c'était ma première expérience en management. Est-ce que vous dirigez une équipe? J'étais en fait le directeur général de la société. J'ai repris un peu la succession de mon père. Et c'était une équipe de 25 à 30 personnes. Et j'ai commencé finalement sans aucune expérience managériale avant. J'avais des connaissances techniques que j'avais appris en école de commerce, en université. Mais c'était ma première expérience. Et alors? Et je pense que ça a été en fait un peu une révélation pour moi, parce que j'ai pris un plaisir énorme à gérer des équipes. D'emblée? Je pense que d'emblée, ça a été le cas, avec tous les côtés positifs et tous les challenges que ça a. Et je me suis pris vraiment une passion pour ça. Je pense que c'est venu du fait, et je pense que ça vient du fait que, de toutes les manières, j'aime les rapports humains et j'aime la complexité des rapports humains, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Et j'aime bien en fait comprendre les gens. Qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les rend heureux, pas heureux, qu'est-ce qui les fait aller de l'avant. Et je pense que c'est ce qui m'a fait que je me suis tout de suite intéressé aux équipes et j'ai créé un lien avec eux, ce qui permet ensuite de les manager et de les faire grandir. Donc ça va y revenir plus en détail. Bien sûr. Et ensuite, vous plongez donc dans le monde de l'art, à Londres, puis Dubaï, Hong Kong, New York, Paris. Voilà. Ces déplacements constants, est-ce qu'ils ont transformé votre manière de voir le management, justement? Ils m'ont certainement donné, et ils continuent à me donner, une ouverture d'esprit. Et partir du principe que dans le management, on n'a jamais toutes les solutions, toutes les réponses. On doit constamment se remettre en cause. On doit écouter ses interlocuteurs. Ils ont été très variés selon les pays, les cultures, les niveaux sociaux, selon plein de paramètres. Je pense que ce qu'ils ont contribué, c'est vraiment à créer mon ouverture d'esprit, à me remettre constamment en cause. Et je dirais en dernier, ils ont contribué, je pense, et je le dis avec humilité, à me donner une humilité, à me dire voilà, j'ai pu faire des erreurs parfois, arriver avec une idée un peu préconçue, et ça m'a forcé, je pense, à apprendre aussi de mes erreurs dans toutes ces expériences. Et est-ce qu'il y a un fil rouge malgré tout dans votre évolution professionnelle, malgré les différents pays, les différents secteurs? Je pense qu'il y en a plusieurs, mais je pense qu'il y en a un qui a toujours été constant dans ma façon de gérer les équipes. Ça a été la transparence et la sincérité de mes rapports avec les équipes. Alors, ils se déclinent un peu différemment selon les cultures et sur la forme, la communication, la gestuelle n'est pas la même. Mais j'ai toujours eu une obsession à garder une transparence dans mes rapports humains avec mes équipes. C'est-à-dire toujours être très clair sur ce que j'attends d'eux, toujours être très clair sur le feedback que je leur donne, ne pas avoir un agenda caché ou des côtés politiques derrière. Et ça a toujours été mon fil conducteur. Et alors, je ne sais pas, mais je dirais à 90%, ça a été en tout cas reconnu de mes équipes. Et ça permet, je dirais, de créer la relation de confiance et aussi de gagner du temps, en fait, je dirais. Donc ça a été un peu mon fil rouge, ça a été vraiment la transparence. L'autre chose,
Simplement, je pense que mon fil rouge, ça a été, le fait que j'ai une passion pour gérer les équipes et mes équipes l'ont toujours senti, que j'avais un plaisir, quel que soit le jour la journée ou la nuit ou le jour de Mais vous vacances. sauriez l'expliquer ça? Cette passion, Le que pourquoi, vous avez déjà évoquée tout à l'heure, le pourquoi de la passion? ouais, de la dans la gestion des équipes, c'est pas Je pense que je l'expliquerai, hem, je pense que je peux l'expliquer d'une manière, c'est que enfin, je dirais, soi-même, on cherche toujours à se comprendre soi-même, à faire un peu son introspection des choses. Et moi, je me remets constamment en cause dans ma façon de travailler. Je cherche à comprendre ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Et je pense que ça vient sans doute de là. Si je le fais pour moi, je veux aussi le faire envers les autres. C'est, c'est difficile à expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un besoin le côté, naturel de comprendre les gens. psychologisant. Hein? C'est le Pardon? côté, psychologisant un peu inné chez vous. Voilà, ça, j'ai besoin de Mmh. comprendre les gens, de savoir, ce qu'ils pensent, Mmh. ce qu'ils aiment pas. En fait, je pense que c'est peut-être une curiosité maladive Mmh de savoir ce qu'il y a chez les personnes et de comprendre ce qui les motive pas. Et en fait, quand je sais ça, je suis extrêmement heureux. Du coup, j'essaie de les faire grandir ou de les mettre dans le job qui les intéresse ou de les faire aller vers les projets qui les intéressent. Mais ça part de la base que j'aime comprendre les gens et ce qui les motive pas. C'est un goût, voilà. Moteur. Voilà, et c'est aussi bien dans le professionnel, mais que dans le personnel. C'est un fil Mmh. conducteur je dirais, de ma vie peut-être, voilà. Et est-ce que vous avez eu des mentors? Oui, j'en ai eu. Qui? Heu, je pense que mon premier mentor, sans qu'il l'ait voulu, a été mon père, qui était un exemple, sous beaucoup d'aspects. Hem, après j'ai eu chez Christie's, un monsieur qui est décédé maintenant, qui était un directeur général de Christie's, qui était un homme exceptionnel en termes de management. C'était quelqu'un qui avait hem, à la fois une humanité, un respect des personnes, énorme, mais aussi une ambition et des attentes extrêmement élevées. Mais ces ambitions et les attentes extrêmement élevées qu'il avait ne faisaient pas peur aux équipes parce qu'il alliait ça avec un respect, une communication qui était extrêmement Donc les 2 fluide. sont possibles. Les Les 2 2 étaient, en peuvent tout cas, cohabiter. je l'ai vu dans cette personne OK. et c'était pour moi mon mentor Mmh. principal. Et c'est intéressant parce que quand je dois prendre une décision, compliquée, difficile, je pense beaucoup à ces 2 personnes, en fait. Qu'est-ce qu'ils feraient eux Mmh. s'ils étaient eux? Il y en a eu d'autres, après, mais si je retiens 2, c'était voilà. Après j'ai eu des exemples après, mais ça a été vraiment Oui. mes mentors et je pense très, très souvent à eux dans les moments un peu difficiles, compliqués, comment je ferais. Hem et j'ajouterais une chose, c'est que je suis aussi constamment à la recherche de mentors. J'essaie de voir, voilà, qui pourrait Pourquoi encore c'est fondamental pour vous? parce que je pense qu'on n'a jamais raison sur tout, on a besoin constamment d'apprendre et quand je vois des personnes, hommes ou femmes, qui ont une expérience extraordinaire ou des personnes extraordinaires, bah, je cherche à un peu à faire éponge, à apprendre d'eux et un Mmh. peu à les utiliser un peu comme mentors. Mmh. Et je pense que jusqu'au dernier jour de sa vie, on apprend Mmh. constamment et qu'on a besoin aussi d'avoir des personnes qui vous élèvent, qui vous apprennent encore plus et qui finalement vous épanouissent encore plus dans votre vie, en fait. On l'a évoqué, vous avez, dirigé dans des secteurs, très différents, mais le domaine de l'art, bien sûr, a une dimension toute particulière. Le management dans l'art, diffère-t-il des autres industries? Alors je pense que oui, j'ai un peu d'expérience dans d'autres industries. Je pense que le management dans l'art, il y a une très forte dose d'émotionnel et de passion dans le monde de l'art. Il faut prendre en compte que le monde de l'art, à la base, c'est les artistes. C'est beaucoup d'émotions. Les gens qui achètent une œuvre d'art ou qui la vendent le font pour différentes raisons émotionnelles. Les artistes sont des gens émotionnels, c'est ce qui en fait des artistes. Et donc cette dimension émotionnelle et passionnelle, pour moi, se décline partout dans le marché de l'art. Et donc pour répondre à votre question, ce qui en diffère d'autres industries, c'est que si on n'y met pas un peu, de la passion, de l'émotion, mais si aussi on n'essaie pas de comprendre les émotions ou la passion qu'on a en face de nous, que ce soit un artiste, un client, un collectionneur, hem, le management devient trop technique, trop systématique et donc il n'est pas adapté. Mmh. Donc je pense que avoir souvent ce que j'ai remarqué, c'est que les bons managers dans le monde de l'art Oui. comprennent cette passion, ont cette psychologie, ont cette intelligence émotionnelle Mmh. Mmh. pour comprendre l'interlocuteur et je pense que Sinon, c'est c'est ce qu'on fait. impossible. C'est beaucoup plus compliqué, on Mmh. va dire. C'est beaucoup compliqué pour la personne à s'adapter, à intégrer une structure et à faire la différence. Si on comprend cette émotion, cette passion, Mmh. c'est beaucoup plus facile.
je dirais. Et je vais me prendre une anecdote si vous permettez. Bien sûr. J'ai recruté beaucoup de personnes dans le monde de l'art, avec des succès et des échecs, et j'ai souvent parfois je me suis arrêté à des personnes sur le CV qui avaient des profils techniques extraordinaires, des diplômes, Oui. des expériences extraordinaires, et dans une organisation culturelle, ils tiennent à moi parce qu'ils n'ont pas cette, intelligence émotionnelle, cette passion, et ça fonctionne pas. Mmh. Et inversement, des gens qui sont pas bardés de diplômes et tout ça, mais s'intègrent très vite, ils ont émotionnel et ils réussissent Mmh. brillamment. Hem Et je pense par exemple à la personne dont je citais avant, un des 2 mentors, donc pas Ouais. mon père mais le deuxième. Chez Christie's. Voilà, chez Christie, il n'avait Mmh. pas forcément ses diplômes, cette expérience, Mmh. mais il avait cette intelligence émotionnelle pour comprendre le métier, ce qui fait qu'il a fait une carrière brillante Oui. dans ce domaine-là. Et justement, en préparant, cette, émission, vous m'avez parlé de, fermeté et d'empathie. Oui, Mais comment, conjuguer, ces 2 notions, dans la prise, de décisions, difficiles, par exemple? c'est pas une question facile. Non. Je dirais, en fait, je pour vous répondre, je vous donnerai l'analogie du fond et de la forme. Heu Dans le fond, il faut prendre des décisions parce qu'à la fin, on est dans le marché de l'art, il y a un business. Il y a des moments où il faut prendre des décisions, parfois difficiles. Je dirais que sur la forme, il faut les prendre avec empathie. C'est-à-dire que quand on prend une décision difficile, il faut pouvoir l'expliquer avec transparence, et la transparence, pour moi, est un mot important. Il faut savoir, toujours pareil, utiliser la psychologie dont je parlais avant, avoir l'émotion qui va avec pour expliquer une décision, difficile, donc avoir cette empathie qui va avec. Donc je dirais un peu, pour conjuguer les 2, il faut être très clair dans sa décision, il faut avoir un rationnel très clair pour qu'on prend une décision, qu'elle soit, enfin difficile ou pas. Pour pouvoir l'expliquer jusqu'au bout. Voilà, pour pouvoir bien l'expliquer, mais y mettre la forme et bien comprendre l'interlocuteur ou l'interlocutrice qu'on a en face de soi, Mmh. pour y mettre finalement la forme qui va avec. Hem Une forme empathique. Il faut une certaine forme d'empathie ou de psychologie, voilà. Moi, je sais que, par exemple, quand j'étais chez Art Basel, j'ai dû, pour des différentes raisons, une fois licencier une personne, et c'était une personne qui est là depuis extrêmement longtemps, qui était investie émotionnellement dans la société, qui avait donné tout son maximum, mais pour des raisons très factuelles, très rationnelles, Mmh. il fallait se séparer de cette personne. Donc, j'avais préparé mon rationnel de façon très, très, stricte, mais j'avais aussi préparé la forme de mon discours et l'accompagnement qui allait avec, et tout ce qui allait avec, pour vraiment pouvoir le faire, je dirais, le moins pire possible, en Mmh. fait. Et vous qui vous intéressez tant à l'humain, ça a dû être, une forme d'épreuve aussi en tant que manager? Il y a Hem, une forme de solitude éprouvée, j'imagine, dans un moment comme il y ça? a mais en fait, au moment où on commence l'entretien, on met l'émotionnel de côté. Mais après, ça vous poursuit pas? Après l'entretien, Mmh? non, parce que Vous la savez que c'est une décision qui sera déterminante dans la vie de cette personne? c'est absolument, mais il faut mettre ça de côté, en fait. Il faut, c'est là où, à partir du moment où le rationnel est très clair, il faut être droit dans ses baskets, si je dirais, et être ferme sur sa décision et Mmh. pas vouloir se remettre, Mmh. et pas se remettre en cause, en fait. Hem, Ça pose évidemment un problème de conscience humain, on Oui. dit plein de choses, mais pendant l'entretien, comme on sait que c'est la décision à prendre, Mmh. on s'y tient, vraiment. Je dirais qu'on compense le fait on on a pris une décision très difficile, on compense en mettant de l'empathie, en accompagnant cette personne Mmh. après. Mais à la fin, comment dire? Et c'est un de mes mentors qui m'avait dit ça, il m'a dit: «À la fin, tu es un manager d'une organisation, culturelle, tu dois prendre des Oui. décisions, et si tu sais que c'est la bonne décision, tu dois t'y tenir droit, mais tu dois mettre la forme qui va avec le plus possible, quoi». Et à contrario, est-ce que vous avez déjà regretté, une décision prise sous le coup de l'émotion? Oui, hem et curieusement, je me rappelle pas tellement, mais je sais que ça a été le cas. Au début de ma carrière, ça a été le cas. On est forcément un peu plus jeune. Dans l'entreprise familiale? Non, c'était chez Christie's. OK. Au tout début de ma carrière, dans le monde de l'art chez Christie's, où, je me rappelle avoir pris une décision, je dirais sur le coup le côté humain est venu beaucoup plus, en avant pour moi. Le côté, oui, émotionnel, et dans ma tête, je me suis dit: «On peut». Est-ce qu'on peut en parler de cette situation? C'était quoi? Pour être, Hem concret. Oui, oui, absolument. J'avais une personne dans mon équipe, qui était,
qui était voilà une jeune, mère de famille, qui était seule avec, je crois 2 ou 3 enfants, je ne sais plus, pourquoi et qui malheureusement, pour des raisons personnelles, ne performait pas dans son travail. Voilà, n'arrivait pas à l'heure, était complètement distraite, mais c'était vraiment pour des raisons personnelles difficiles qu'elle avait, quoi. D'accord. Et moi, c'est vrai que j'ai pris la décision de d'investir dans cette personne, de la garder, de lui donner le maximum de chance. Mmh. Ça s'est avéré que c'était une erreur parce qu'en fait la personne en a profité de la situation, et m'a pas du tout fait l'effort de s'améliorer et ça a créé des problèmes avec des clients, des problèmes, purement, commerciaux et de service client qui étaient v vraiment compliqués. Après la personne en a profité. Donc il y a un peu d'abord une relation de confiance, voilà, un peu qui s'est cassée, mais c'est vrai que si j'avais été plus rationnel dans mon approche Mmh. et un peu moins intuitif et un peu plus réfléchi, j'aurais dû prendre la décision difficile de me séparer de cette personne. Heu, Oui, c'est très circonstanciel en même temps parce que ça aurait pu très bien se passer aussi. Ça aurait pu bien Peut-être, se avec passer, une autre personne. c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y avait avec le recul, il y avait beaucoup de signaux D'accord. qui m'indiquaient que Donc en fait, c'est ça aurait un pas marché. événement qui a été déterminant, j'imagine, pour la suite dans votre façon de manager? Ça m'a appris beaucoup, voilà. Mmh. Et j'avais utilisé le conseil d'une personne qui était une directrice des ressources humaines, Mmh. qui m'avait dit: «Franck, c'est votre décision. À la fin, vous êtes manager, vous décidez. Mmh. Mais je pense que c'est une mauvaise décision parce que tout m'indique que ça ne va pas marcher. Mais vous restez dans votre décision». Elle m'a rendu service, en fait, en me laissant dans ma décision parce que j'ai appris de cette erreur et ça n'a pas marché. On a dû se séparer de toutes les manières après, quoi. Ce qui fait qu'après, ce que j'en ai tiré, c'est qu'en fait, je mets jamais mon côté émotionnel et l'empathie, mais je réfléchis bien au rationnel de ma décision, ce dont Mmh. je vous disais avant justement. Mmh. Et ça j'en ai tiré les leçons de Mmh. ça. Hem, mais encore aujourd'hui, je dirais que quand je dois prendre une décision, je mets pas de côté mon côté humain et tout ce qui va avec. Oui, vous Mais n'en êtes pas devenu un robot, surtout sans pas. sentiment Voilà, surtout pas. Mais je pour prends autant. plus de temps à bien réfléchir sur le rationnel avant Mmh. de prendre une décision, difficile. Hem Inversement, j'ai eu un cas récemment, de quelqu'un, voilà, qui performait pas tellement dans son travail et c'était un peu l'inverse, là, justement, qui avait aussi des raisons personnelles un peu difficiles, qui performait pas. Par contre, après une bonne réflexion, j'ai vu qu'il y avait des signaux qui étaient positifs, qu'il fallait coacher, il fallait accompagner cette personne, il D'accord. fallait accompagner au niveau personnel et là, par contre, ça Et quels étaient fonctionne. ces signaux, par exemple? Pour un manager dans une situation comme la vôtre qui nous regarde et qui doute? Quand on voit qu'on a une personne qui est à l'écoute, de ses conseils et qui quand on voit une personne qui fait quand même le maximum pour faire un effort, qui essaie de prendre en compte les conseils que je lui donne, et qui fait des efforts, même s'ils sont minimes, mais on voit que la personne fait des efforts pour D'accord. s'améliorer. Pour moi, c'est des signaux positifs, parce que quand je vois qu'il y a la bonne volonté qui est derrière, qu'il y a les signaux positifs, déjà je me dis: «Voilà, on va mettre les chances de notre côté», parce que la personne y met de la volonté. Et c'est le signe que ça peut évoluer Ça et peut évoluer. L'autre chose qui est très importante, c'est que quand on voit même un minimum de signaux positifs, si on accompagne cette personne, ça crée une relation de confiance mmh, et une loyauté de la personne vis-à-vis de mmh. l'entreprise qui est très forte. Parce que la personne se dit: «Voilà, j'ai eu des problèmes, mais il me donne ma chance, je fais au maximum, il me donne ma chance». Ils se sentent un peu redevables vis-à-vis de l'entreprise. Ils sont vraiment il y a une loyauté vraiment qui se Oui, crée. c'est un cercle Et j'ai vertueux. un exemple actuel où je ne peux pas rentrer dans le détail évidemment, où la personne réalise en fait qu'on lui donne sa chance et la personne donne son maximum, pour bien faire parce qu'elle est accompagnée justement malgré ses problèmes, personnels. Donc c'est un exemple un peu inverse de ce que je citais avant, Mmh, mais c'est un bon exemple je pense parce que c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai appris mmh, de mon passé quoi. mmh. Hem, j'ai des exemples un peu similaires après aussi dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Alors, il y Ah a oui, on va y revenir, on va y revenir après, mais non, non, après il y a non, des on va en paramètres parler bien différents, sûr. mais c'est vrai que c'est ça. Mais autre question, comment est-ce qu'on maintient un climat de confiance après justement une décision, difficile? Au sein de l'entreprise, une fois que Mmh, la personne est partie, hem, je pense qu'il y a plusieurs, façons. Je pense que le climat de confiance, il se crée d'abord dans la communication et la transparence avec les équipes, qui y sont. C'est-à-dire expliquer ses choix, expliquer ses décisions, d'abord est la chose fondamentale pour garder la confiance avec ses équipes. mmh, mmh. Après la confiance, moi je dis souvent elle se nourrit, il faut l'arroser régulièrement cette confiance. Avec mes équipes, de manière générale, je les, je les responsabilise beaucoup. Donc je leur donne un projet ou une mission à faire. Hem, je leur donne toujours une ligne directrice générale, mais je les laisse faire. Donc je les laisse courir, je les laisse pédaler avec un projet, une décision. Hem
Et dans certains cas, je les laisse aussi faire des erreurs et je les laisse, par eux-mêmes apprendre de leurs erreurs, mais sans pour ça après les sanctionner ou les punir à partir du moment où il y a la volonté d'apprendre de ces erreurs. Mmh. Et mon expérience, c'est quand, comment dire? En responsabilisant les équipes, en faisant une communication transparente, il y a cette confiance qui se crée progressivement. Mmh. L'autre chose qui est importante aussi, notamment dans les grosses structures, c'est que tout le monde fait des erreurs et mes équipes en ont faites parfois, mais c'est aussi être derrière eux quand ils font des erreurs et se sentir aussi responsable. C'est-à-dire qu'en tant que manager d'une équipe, s'il y a une erreur qui a été faite, moi je me suis toujours positionné en disant: «Voilà, je suis responsable parce que j'ai recruté cette personne ou j'ai laissé cette personne faire ce projet-là et j'en prends aussi la responsabilité des Mmh. erreurs. Mmh. De mon côté avec l'équipe, on va regarder ce qui s'est mal Mmh. passé et puis on va apprendre de ces erreurs». Ça permet vraiment de gagner la confiance parce que les équipes se sentent soutenues et se disent aussi: «Voilà, Franck nous soutient, on doit aussi donner le meilleur de nous-mêmes Mmh. et ne pas refaire, ces erreurs, quoi». Et puis je pense après que la confiance, hem, elle se crée aussi par ses compétences. C'est-à-dire que, quand on gère une équipe, moi je pars toujours du principe que quand je gère une équipe, je connais leur métier. Ça veut pas dire que je sais faire leur travail à leur place, mais je sais de quoi ils parlent. Et la confiance, elle se crée aussi parce que quand les équipes viennent vers moi et me disent: «Voilà, on a tel problème technique». Ils savent que je comprenne, Ouais. voilà, et j'arrive pas forcément avec la solution. Je les fais venir eux-mêmes vers la solution, mais comprendre qu'ils ont un interlocuteur qui comprend leurs problèmes, leurs Mmh. challenges, Mmh. aussi crée la confiance, voilà. Et puis après c'est, je pense que la confiance, voilà, elle se crée avec le temps, avec des exemples concrets, des choses comme ça. Pour en revenir aux différences, culturelles évoquées, on l'a dit, vous avez travaillé sur, plusieurs continents. Oui. Quelles sont les différences, les plus marquantes en termes de management que Hem, vous ayez relevées? je pense que, alors et je veux surtout pas rentrer dans la caricature selon les différents pays et les différentes Mmh. nationalités. Mmh. Hem Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que notamment, en Asie ou même aussi au Royaume-Uni, la culture du non-dit a été toujours quelque chose, auquel j'ai dû faire face dans mon management, en fait. C'est-à-dire? Culture non-dit, c'est-à-dire qu'en fait, la personne vous dit A, mais en fait la personne au fond d'elle veut dire B, en Mmh fait. mh. C'est-à-dire qu'il y a pas un message clair qui vous est dit: J'aime pas» ou «j'aime pas». Et pour moi, mon challenge a beaucoup été de comprendre, en fait, derrière un message, à la forme, qu'est-ce qui est vraiment dit derrière. Donc ça vous a d'abord induit en erreur, vous avez pu faire, Au début, je pense par rapport à mon expérience en Asie, ça m'a pas induit en erreur, mais j'ai pris plus de temps à prendre des décisions, à comprendre ce que la personne voulait dire. Alors je me suis aidé de gens qui étaient, sur le pays, j'ai suivi quelques formations un peu pour comprendre la culture, mais au début, j'ai pris plus de temps, voilà, à avancer sur certains projets parce que je comprenais pas exactement le message qui était derrière mmh. et je savais que ce qu'on me disait comme ça en face n'était pas le vrai message, quoi. Ça veut dire que je me suis beaucoup appuyé finalement de gens localement de confiance qui m'ont conseillé un peu sur comment interpréter les codes, les messages. Hem, j'ai pris du temps et ça prend du temps, notamment en Asie, de créer une relation de confiance avec ces personnes et au bout d'un moment, en étant un peu, en comprenant mieux la culture, en créant la relation de confiance, on commence à comprendre ce que les gens essayent de vous dire et puis eux-mêmes vont vers vous. Ils sont moins après dans le non-dit, puis vous disent les choses un peu plus transparent parce qu'ils se disent: «Bon, j'ai en face de moi, un Européen, un Français, il faut aussi un peu que je lui dise plus ouvertement». Donc Mmh. il y a une rencontre qui se fait, avec le temps, en fait, entre moi qui s'adapte à la culture, qui Mmh. essaie de comprendre et eux aussi qui font ce chemin-là. Et ça, typiquement, ça peut être un élément, déstabilisant, mais est-ce qu'il y a des choses, néanmoins, positives, dont vous vous servez aujourd'hui, qui vous inspirent? En Moi, ça a Asie, été par ext exemple? Ouais, moi, ça a été extrêmement positif parce que j'ai trouvé que ça, c'était enrichissant intellectuellement, en fait, de comprendre une autre culture et de faire cet effort-là. Hem, je l'ai vu notamment au Royaume-Uni aussi, Mmh. un peu aussi, cette culture du non-dit où il faut Oui, comprendre un peu les messages, derrière donc beaucoup d'enthousiasme, voilà, c'est ça. apparent. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai Mmh. travaillé d'abord en Asie, puis ensuite au Royaume-Uni. Donc en fait, quand Ah j'ai oui, travaillé c'est au Royaume-Uni, j'étais déjà un peu ouais. préparé à cette culture du non-dit, ce qui m'a permis d'aller un peu plus vite. J'ai tendance un peu à dire: «Bon, je sais très bien ce que vous voulez dire derrière, Ouais. on va raccourcir la discussion, venons au fait, quoi». Mmh. Donc ça m'arrive parfois un peu d'être un peu impatient et de dire: «Voilà, on sait ce que vous voulez me dire, je connais la culture, dites-moi franchement, quoi». Et Hem, quand on revient en France, il y a un autre choc il y a d'adaptation. un autre choc d'adaptation, exactement. Et Et c'est quoi la spécificité française? hem, parfois j'essaie encore de la définir, pour rien Mmh. vous cacher. Je pense qu'il y a
Alors je peux me tromper justement là-dessus parce que mon expérience en France est beaucoup plus récente en fait, mais je pense qu'il y a un côté beaucoup plus direct, c'est certain, où on dit les choses beaucoup plus, frontalement Et et c'est une en bonne chose alors selon vous? beh, je pense que c'est ni bon en fait. Est-ce que ça fait pas gagner du temps quelque part? Ça fait gagner du temps, mais la seule chose, pour moi, c'est qu'au début, ça a été un choc, en fait. Parce que j'étais encore un peu dans la culture un peu asiatique, au Royaume-Uni ou des choses comme ça, donc j'étais moins habitué à ça. Donc ça a été un peu un choc au début. Hem, Après, il faut s'y réadapter, en fait. C'est vrai qu'on gagne du temps, mais on peut aussi on peut facilement abîmer des relations professionnelles. Parce qu'il y a des choses dures qui peuvent se dire et ça peut blesser des gens. Je ne parle Mmh. pas dans mon cas, mais j'ai observé des situations en France où Ouais, la moins relation. d'égard à vis-à-vis des sensibilités de chacun, Voilà, et ça peut heurter les personnes et du Mmh. coup, il y a une relation professionnelle qui peut vraiment être cassée. Donc moi, je suis souvent intervenu là, du coup, en France, en disant: «Attention, on dose un peu le message, on est un peu moins direct, Mmh. parce que votre discours peut blesser la personne et peut vraiment casser la relation professionnelle. Donc il faut un peu mettre, de l'huile dans le vin». Donc c'est un peu ce que j'ai noté quand je suis revenu en France, de par mon expérience en Asie, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. J'ai parfois essayé de ménager un peu les voilà, les contacts Mmh. très directs et très passionnels qui peuvent se passer. Mais c'est pour ça que je disais avant, c'est en fait un apprentissage constant. Là, je suis en France et donc je réapprends un peu la culture, française. Heu, C'est ces déplacements qui vous obligent? oui, par plaisir, quoi. Les différents déplacements que je fais m'obligent à m'adapter à chaque fois quand je vais dans un nouveau pays en fonction du Oui. contexte. À ne Hem pas vous reposer sur des acquis managériaux, Exactement. Là, par exemple, je travaille beaucoup avec le Moyen-Orient, Mmh. en ce moment, qui a encore une autre Et culture. alors là-bas, c'est quoi l'autre spécificité? Alors moi, j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup basé sur le relationnel, sur la chaleur des rapports humains, Mmh. sur aussi la relation de confiance et c'est difficile à définir. Je ne sais pas si je pourrais le définir comme ça et de nouveau, je veux surtout pas tomber dans le caricatural, Mmh. mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup avec cette culture, c'est qu'il y a un côté, voilà, très basé sur les rapports humains, Mmh. sur la chaleur des rapports humains. Il y a aussi une relation de confiance qui doit se créer, il y a aussi un professionnalisme à montrer, mais il y a une certaine, un certain, comment dire? Oui, une certaine chaleur, un certain Mmh. plaisir dans les rapports humains que je trouve très intéressant, aussi. Ça vient peut-être aussi de ma culture, de mon expérience au Maroc, peut-être Mmh. qui Mmh. vient de là. Hem, En tout cas, il y a pas une culture, voilà, que je préfère à une autre, Oui. mais je sais que quand je prends l'avion, j'atterris dans un autre pays, je change un peu ma casquette ou ma communication, ma Oui. façon de faire parce que ça va être différent selon les pays. Voilà. Faut qu'on se rapproche déjà de la fin de cette émission. D'accord. Une petite question sur, la place du plaisir dans un management efficace. Oui, Est-ce qu'elle a sa place? je pense qu'elle est fondamentale. Heu On peut pas bien manager des équipes si on n'a pas du plaisir à le faire. Heu, les équipes le ressentent immédiatement, si on a du plaisir à manager ces équipes. Ils le sentent immédiatement. Mmh. Ils sont tout de suite beaucoup plus sincères et transparents avec vous. Ils se donnent beaucoup plus aussi, et ça crée des relations beaucoup plus fluides et transparentes, c'est certain. Inversement, les équipes le sentent quand quelqu'un n'est pas un manager qui a du plaisir à manager les équipes. Il y a une crispation qui se fait, il y a un manque de dialogue qui se fait tout de suite. Je pense que c'est fondamental. Hem, i il y a un exemple souvent, enfin, j'ai une fille de 17 ans, elle me dit souvent: «Mais papa, qu'est-ce que tu me conseilles dans mon prochain travail?» Et je lui dis: «Je te conseille qu'une chose, c'est que tu fasses ce que tu as envie de faire, que tu aies du plaisir à travailler, sinon tu le feras pas, bien». Moi, j'ai du plaisir à manager les équipes et je pense pas le faire trop mal. J'ai aussi fait des erreurs, mais je pourrais pas le faire bien, à mon avis, s'il y a pas ce plaisir. Donc je pense que c'est fondamental, ouais. Merci beaucoup Franck. C'est Merci à le mot de vous. la fin. Merci d'avoir répondu présent. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.